Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Hopcast, le podcast qui vous invite à mettre le sport santé au service de votre vie après 40 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Simon Elfer, qui est physiothérapeute dans son propre cabinet, son propre centre de physiothérapie ici à Bilence. Merci de m'accueillir et bienvenue sur le Hopcast, Simon. Merci Thomas et merci de l'invitation à toi Hopcast, ça me fait plaisir. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté notre invitation. Dans cet épisode, on va explorer comment maintenir un équilibre entre santé physique, émotionnelle et sociale. Tout ça en menant une vie bien remplie. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter à notre audience, nous partager ton parcours, ta vision, tes spécialités, peut-être un peu tes succès, tes défis avec le développement de ton entreprise dans la physiothérapie? Oui, très volontiers. Moi je suis natif de Romont. J'ai mené des études de physio, j'étais diplômé il y a 20 ans. Entre-temps, j'ai été travailler à Lausanne, au CHU, j'ai travaillé dans un cabinet privé à RIA. Et un jour, je me suis dit, c'est mon tour, je vais ouvrir un cabinet. Donc j'ai commencé au centre-ville de Romont, un petit cabinet, j'étais seul. Après, le cabinet s'est développé, il y a du monde qui est venu travailler avec moi. Après quelques années, j'ai pu déménager dans un cabinet plus grand, toujours au centre-ville. Et depuis 2022, le cabinet s'est encore agrandi. Donc maintenant, on est 9 physios, une coach sportive et puis 2 secrétaires. Et on est à Bilence, dans l'ancien hôpital. Qui a bien aussi grandi de manière générale, changé surtout d'affectation ici. Exactement. Ouais. C'était un hôpital, c'est un centre de santé. Puis moi, j'exploite la partie qui était déjà le cabinet de physiothérapie de l'hôpital. On a conservé les espaces. Bon, tout était vide, alors on a rempli, on a remonté un fitness et on exploite la piscine à côté. Donc ça, c'est passionnant. Et tu es content de ce développement? Oui, enchanté. Ce qui est génial, c'est d'être une grande équipe et puis d'avoir pu recruter des talents, des gens qui viennent avec des compétences et puis qui les exploitent ici. Ce qui fait qu'on peut couvrir une large gamme de thérapies dans le cabinet ici. Et je pense du coup ton rôle a beaucoup évolué aussi par rapport à tes tout débuts où tu étais tout seul, je suppose, et puis que progressivement, avec une équipe, ton rôle change. Oui, c'est ça. À titre personnel, il faut faire de la gestion d'équipe, il faut faire du développement et du management. C'est vrai que je ne consulte plus toute la journée. Maintenant, je consulte environ 50% de mon temps. Ce qui est déjà pas mal parce qu'il y a beaucoup de choses à régler, il y a beaucoup de papiers à remplir, il y a de l'organisation à faire. Et du développement à faire. Développement. Des choses en backstage qui se voient pas toujours. Ouais, c'est ça. Et puis avoir des projets pour avoir aussi l'envie de développement et puis pour faire avancer parce que les métiers de la santé bougent beaucoup depuis quelques années. Et tant mieux. Je crois que quand j'ai commencé dans les thérapies, on était assez statique. Ça faisait longtemps qu'on faisait la même chose et là, ça évolue vraiment rapidement. Ouais, top. Et du coup, en tant que professionnel de la santé, on prend soin des autres, mais comment tu fais pour pas oublier ta propre santé en développement, toujours en développant ton activité? Oui, c'est vrai que c'est très important de penser à soi. C'est pas toujours donné parce que dans les métiers de soins, on a plutôt tendance à prendre d'abord soin des autres. Je pense que d'être dans une équipe comme ça nous permet à nous de prendre soin de nous entre nous. C'est ce qui nous aide en fait. Chacun prend soin de soi, mais on est aussi attentif aux autres, ce qui fait que ça nous fait avancer. Point de vue de la santé, moi je voulais parler aujourd'hui des 3 santé que l'on définit peut-être pas toujours comme cela, mais c'est ça qui est important. Et nous, on soigne ici notre santé sociale en ayant des rapports d'équipe qui sont excellents. Et puis la santé aussi émotionnelle qui est celle que l'on traite parce qu'on rencontre des situations difficiles des fois. Pas que des situations physiques, mais des situations de vie, tout simplement. Tu dis chez les patients que vous accompagnez? Nos patients. Aussi personnellement ou en équipe, vous partagez tout ça? On a tous une vie et pour certains, le travail n'est pas la vie privée. Et on se rend compte que dans la pratique, des fois on trouve une personne ou 2 personnes avec qui on peut peut-être avoir une confidence, ce qui est très bien, mais on passe quand même beaucoup de temps au travail. Quand on est à 100%, on passe presque plus de temps au travail qu'à la maison. Donc autant que cette santé-là aille bien,
Ouais, puis effectivement, tu dis ces 3 santé. Est-ce que tu arrives juste nous rappeler les 3 santé? On les a dit un tout petit peu au début déjà, Oui. mais juste pour les auditeurs. Alors, la santé dont on parle le plus, c'est la santé physique, celle dont tu t'occupes aussi, entre autres, et celle que nous, on s'occupe avec nos patients pour les faire retrouver leur capacité après peut-être un accident, une blessure, une douleur, etc. En un, la santé physique. En deux, la santé, on va dire, émotionnelle, parce que j'ai un peu banni le thème psychique. Tu l'aimes pas trop? Ce thème, je l'aime pas trop parce qu'il renvoie plutôt à des maladies. Ouais, c'est vrai. Et la santé émotionnelle n'est pas que maladie. On vit plein de choses qui sont normales, que l'on ne sait peut-être pas dire, mais que l'on vit tous. Donc la deuxième, c'est la santé émotionnelle, dont c'est pas notre fonds de commerce, mais on se retrouve face à des gens. Alors, elle est là. Et la troisième, celle pour qui on n'a pas vraiment de structure officielle, c'est la santé sociale. Avoir des rencontres, avoir des amis, avoir de la famille, avoir un réseau, c'est très important. C'est là qu'on voit que le terme de santé est beaucoup plus global que ce qu'on entend souvent. Et un des professeurs, François Carré, qu'on a eu dans ce podcast aussi, il parlait en gros que ça résumait, c'était la qualité de vie. Et la qualité de vie était composée justement de ces 3 piliers-là. Et en tout cas, nous, ça nous parle aussi, à Hope Santé, tu sais aussi que certes, on fait l'accompagnement aussi physique, le corps, mais par contre, il y a toute la part de coaching. Et puis là, on rentre vraiment dans de la psychologie, du contact humain et du dialogue et de l'humain, en résumé, en gros, j'ai envie de dire. Ouais. C'est de l'humain, puis chez Hope Santé, c'est très précurseur, moi je trouve en tout cas, d'avoir favorisé le travail en groupe. Alors, les groupes existaient toujours, mais c'était plutôt, j'ai mon cours de fitness, où j'ai mon cours d'aérobic, et l'aspect groupe se développait derrière. Et là, ce que tu proposes, c'est vraiment, non, d'abord un groupe, ensuite on s'occupe de chacun. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Puis même si on utilise cette dynamique, parce qu'on trouve que c'est une dynamique positive du groupe, en plus, personnellement, moi je viens des sports collectifs aussi, et puis j'ai toujours trouvé très fort d'avoir cette cohésion d'équipe. Et c'est ce qui, par contre, après, même si c'est un petit groupe, l'idée c'est que chacun ait la séance qui lui corresponde, parce que chacun est différent, même si on est tous ensemble pour se tirer vers le haut, quoi. Mais c'est un paramètre important, je trouve, selon moi. Puis ça fait partie du social aussi. C'est ça. Et ça aide à rester motivé. C'est notre énergie aussi quand on est tout seul. Après, il y en a qui préfèrent aussi pratiquer tout seul et c'est tout à fait OK et acceptable, quoi. Ouais. Oui, cette santé sociale que l'on retrouve dans les propositions que chacun peut faire par soi-même, comme de venir chez Hope Santé, ou des choses que l'on peut mettre en place avec le système de santé existant, qui est possible. C'est des choses qu'ici on fait, on a la chance de pouvoir le faire. C'est hyper stimulant, c'est hyper motivant. Ouais. Et puis, selon toi, l'importance entre ces 3 aspects de la santé, à quelle importance? Oh, je pense que c'est un tiers pour chaque, mais on se rend compte que, par exemple, si je prends soin de ma santé physique, ma santé émotionnelle s'améliore. Si ma santé émotionnelle s'améliore, ma santé sociale s'améliore. Et puis avec ma santé sociale qui va bien, j'ai envie de prendre soin de ma santé physique. Donc ça tourne en rond. Donc c'est un tout, quoi. C'est un tout. On ne peut pas séparer les choses. Pour moi, ça fait partie d'un seul élément, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de cloisonner un petit peu les données. Puis en équipe, à l'interne, vous en parlez un peu de ces 3 santé et pourquoi c'est aussi important pour soi, pour bien accompagner également. Vous en parlez en équipe? Oui, on en parle. On fait régulièrement des colloques entre nous et on parle aussi de comment moi je peux être bien pour bien m'occuper de mes patients. On a récemment fait une formation de développement personnel, toute l'équipe, pour essayer de bien se rendre compte qui je rencontre en face de moi, comment je peux mieux appréhender la relation et comment moi je peux me sentir dans cette relation et comment je veux qu'on me parle. Ce qui est très important. Ouais. Parce que des fois, on peut passer un petit peu, le terme est fort, mais comme un déversoir. On dit la poubelle émotionnelle. Voilà. Et nous, on accompagne, on encourage, on n'est pas des coachs, mais il y a un aspect coaching dans notre prise en charge. Par contre, on refuse d'être des poubelles émotionnelles parce qu'on n'est pas là juste pour que les gens se déchargent.
Ouais, Voilà, tout donc à ça, fait. c'est un travail qu'on fait en équipe. Ça C'est peut pas être évident. évident, hein. Je pense que c'est subtil aussi. Donc, C'est ouais. subtil. Ça passe par le développement personnel, ça passe par l'affirmation de soi. Je peux jouer un rôle, hein. Je peux arriver devant les patients, allez, je suis super motivé, je vais vous rendre motivé, etc. Alors qu'au fond de moi, je ne le suis pas du tout. Peut-être que moi, je suis triste, peut-être que j'ai une peine et tout ça, puis je n'y arrive pas. Mais peut-être aussi que le fait d'être en présence de gens me donne l'envie de le faire. Donc je ne m'invente pas, je reste moi-même. À ce moment-là, je serai bien pour le vivre. Et peut-être qu'après, je récupère ma peine. Mais pendant un instant, elle sera beaucoup moins forte, elle sera plus douce et je vivrai mieux. Ouais, d'essayer de se nourrir, on va dire, des bonnes ondes ou de Oui, se nourrir de le fait d'accompagner. Ça peut nous aider, nous, à surpasser un peu nos propres émotions, ou enfin, pas de les surpasser, mais de les accueillir et puis de faire avec, quoi. C'est un peu ça que vraiment, t'entends? c'est ça, Ouais. ouais. De ne plus être peut-être sous l'eau victime de Mhm. ce que l'on ressent, mais de savoir le gérer. Et quand on se développe là-dedans, peut-être qu'on ne viendra jamais parfait, mais toujours meilleur, on est beaucoup plus à l'aise pour accompagner. Mhm. Et on n'est pas devant l'inconnu de l'émotion de la personne qui vient. On peut l'accueillir, comme tu dis, avec compréhension et la soulager de cela sans que ce soit un poids pour nous. Intéressant. Mhm. Et tu as des conseils déjà relativement pratiques pour des personnes de ne pas oublier ces trois santé malgré une vie bien remplie, boulot, famille, ces choses personnelles, etc. Ouais, c'est vrai que les vies sont bien remplies. Tu en sais quelque chose, Mm. quand on met tout son cœur et son âme dans une entreprise, c'est parfois difficile de trouver le temps nécessaire pour cela. Le conseil vraiment le plus important, c'est le sommeil. En ce moment, c'est vrai, on manque un peu de soleil. Il est venu 2 jours, il est reparti, c'est une année comme ça. Mais si on prend assez de sommeil, on compense un peu le manque de soleil. Voilà. Ouais. Ça, c'est la première chose. C'est important. C'est important. Et c'est important aussi d'évoluer dans un endroit, dans un univers, une atmosphère où on se sent bien, où l'on est soi-même. S'il faut chaque fois revêtir un habit pour faire ce qu'on doit faire, c'est pas très très bon non plus. Alors c'est vrai, quand moi je suis avec mes patients, je vais pas me comporter que quand je suis avec mes amis, ce qui est normal, parce que c'est des situations différentes. Mais je peux être moi-même. Ça, c'est important aussi. Ouais. Ben, en même temps, je trouve qu'en tant qu'accompagnant, si t'es pas toi-même, ça se sent au bout d'un moment. Non? Tu crois pas? Alors, d'avoir rencontré des collègues et autres qui vraiment se donnent beaucoup de peine, se sont épuisés à vouloir tellement se donner qu'ils ne comprenaient pas la raison de leur fatigue et simplement ils avaient oublié d'être qui ils sont parce qu'ils voulaient répondre à des attentes, à des besoins pour bien faire. Donc en gros, tu penses qu'ils jouaient un peu un rôle, c'est ça? Ils se sont donné un Ouais, rôle. ok. Ouais. Mais c'est eux qui se le sont imposés un peu, ou bien c'est... Ah, le poids des croyances, le poids des Ouais. convictions, je dois être comme si, parce que j'ai tel rôle, etc., fait que ça s'impose à toi. Ouais. Ok. Et tu t'en rends pas compte. Ouais. Intéressant. Mais oui, être soi-même. Oui, et puis ça peut des fois provoquer des situations de déprime. On parle du burn-out, hein. Je ne vais pas en parler trop parce que c'est un sujet qui est très sensible, qui peut recevoir plein de définitions. Mais bref, le mal-être, la malposition dans son travail et tout. Et des fois, en se repositionnant, en s'affirmant plus, tout d'un coup, la place de travail qui ne nous convenait pas devient la place de travail qui nous convient, parce qu'on est mieux. Et ça, c'est cette santé émotionnelle que l'on vit au quotidien. Ouais. Intéressant. Et selon toi, quel est le rôle du physiothérapeute dans l'accompagnement des personnes vers une meilleure santé? Alors, nous, on tombe à un moment précis de la vie des gens où ils ont un besoin. Ça, c'est le système de santé suisse. Ça veut dire qu'on est un système maladie, même si on dit système de santé, mais ce sont des caisses maladie ou accidents, hein, bien sûr, qui régulent tout cela. On intervient là où le patient a besoin de nous, et je me dis, saisissons cette chance. C'est le moment où peut-être la personne ne sera plus trop occupée par toute sa vie, travail, famille, etc., et prendra du temps
prendra du recul et va avancer, pas juste je viens pour mon genou parce que mon genou me fait mal, mais ah tiens, si j'intègre mieux mon genou dans mon quotidien, finalement je vais mieux. Et peut-être en respectant mon genou, j'apprends aussi à respecter mes besoins et ainsi j'avance mieux et j'affirme mieux qui je suis. Du coup, c'est presque un déclencheur, peut-être pour certaines personnes, vers une meilleure santé. Et maintenant, vous les avez à une certaine étape. Après, vous savez que vous les avez un certain temps, pas toujours très longtemps. C'est vrai. Comment vous faites pour donner des impulsions pour que ça perdure dans le temps et puis que la personne mette les choses, mette le plus de chance de son côté pour aller mieux, que ce soit pour la rééducation ou pour l'ensemble de sa vie. Ouais. Oui. Alors, il n'y a pas de recette, c'est pas magique. Et puis, chacun aura des besoins différents. On rencontre des patientes qui ont peut-être une ouverture, ils sont tout proches, et puis ils attendent la validation de ce qu'ils ont déjà compris. Ça va vite. Et on rencontre aussi des gens pour qui c'est pas le moment, ils ont trop à gérer, ça le fera pas. Ça prendra un autre temps. Et parfois, on les retrouve des années plus tard, et le chemin s'est fait. Donc là, on se dit peut-être qu'on a semé des graines, et puis que les gens ont laissé grandir les plantes et ont récolté les fruits de ça. Ouais. Tu avais encore quelque chose à ajouter ? Non, oui, mais c'est passionnant comme chose, parce qu'on se rend compte qu'on est présent à un moment de la vie des gens. On ne s'offre pas un rôle, on n'est pas là pour sauver la vie des gens, c'est de loin pas le but. On est là pour apporter des soins selon un système de santé qui est établi, et on le fait, mais comme les physiothérapeutes sont des spécialistes de la douleur qui se donnent le temps de s'occuper des gens, on a du temps. On a du temps, même si c'est que 9 séances, on a du temps. À la différence des médecins qui sont beaucoup plus oppressés par le système et ont moins de temps. Voilà. Donc, il faut profiter de ce temps-là pour apporter notre expérience, nos connaissances, et puis permettre aux gens de découvrir des choses qui leur sont étrangères. Et puis, ça me fait penser un peu à comment, selon toi, un peu la physiothérapie, tu disais que ça évoluait beaucoup au tout début. Selon toi, ça évolue à peu près dans quelle direction? Même si je pense que tout n'est pas encore connu. Mais voilà, comment tu vois la physiothérapie dans quelques années? Vers quoi ça tend? Alors, je me donne la chance aussi de participer à de nombreux congrès et symposiums en Suisse et à l'étranger, aussi pour rencontrer d'autres personnes et puis prendre un peu cette température, savoir où ça va. Ça fait quand même quelques années qu'on nous parle de cet accompagnement, donc ce rôle de coaching. Les pays du Nord, les pays scandinaves qui sont beaucoup en avance sur nous par rapport au système de santé, ont déjà apporté quelques réponses à cela. Avant, je te disais, on a un système de santé-maladie et je pense qu'un système de santé tout court serait bénéfique. Nous, on reçoit les patients quand ils ont déjà eu le problème. Donc, on doit soulager le problème et rattraper la suite. Peut-être en rencontrant des patients quand le problème n'est pas si grave, de pouvoir les aiguiller, de pouvoir leur apporter les bons conseils à ce moment-là, on repousserait le problème de plusieurs années. Évidemment, dans notre système, il faut le démontrer, mais c'est ce qu'on voit qui se passe dans les pays scandinaves et ça avance. D'être plus dans de la prévention que dans du soin. Si je dis prévention avec le système de santé qu'on a, j'ai pas le droit. Ok, ouais. Voilà. Ouais, mais je dis parce qu'on est dans un système de soins, justement, et idéalement, ce serait d'être dans un système de prévention pour qu'on évite la case soins, ou en tout cas qu'on évite une partie de la case soins. En tout cas, on pourrait la repousser clairement, c'est ça. Ça ferait des économies aussi en soi. Ah oui. Ouais. Ah, ce serait économique, et puis ce serait très intéressant parce que les gens iraient mieux, tout simplement. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, oui. Exactement. Dans la préparation de cet épisode, tu mentionnais une certaine pauvreté des rapports sociaux et une perte de transmission dans les rapports humains. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus à ce sujet? Alors, le terme est fort, c'est vrai. Quand on discute entre nous, des fois, on va à l'essentiel. Oui,
Oui, peut-être qu'il y a des rapports sociaux qui se sont appauvris. Évidemment, on a passé quelques années compliquées, là, hein, on sort du Covid et du confinement, ce qui n'a pas beaucoup aidé. J'ai l'impression que les gens, finalement, arrivent moins bien à s'exprimer sur ce qu'ils vivent et ressentent. Et qu'on va toujours dans le système de santé pour pouvoir trouver des réponses. Il y a beaucoup de réponses que l'on peut trouver par soi-même ou que l'on peut trouver dans l'échange avec des amis, de la famille, etc. Et on se rend compte que du fait d'avoir un cabinet qui tourne, d'avoir de nombreux physios et de nombreux patients, les gens se rencontrent ici. Et ils sont très heureux de se rencontrer. Alors on a une situation qui est un peu exceptionnelle, ça veut dire qu'il y a une cafétéria ici dans le bâtiment et c'est fréquent que les gens qui ne se sont pas revus de longue date se rencontrent et puis vont parler, boire un café. Et on voit très rapidement dans le quotidien que cette rencontre apporte quelque chose à la personne. Elle a peut-être pu mieux parler de ce qu'elle vivait au niveau de sa santé physique, donc de façon sociale et émotionnelle, elle l'a transmis et ça l'a fait grandir. Et d'être les physiothérapeutes, peut-être l'unique interface de nos patients, c'est assez pauvre. Donc quand les patients ont l'occasion de rencontrer des gens et de partager mieux, c'est riche. Donc c'est dans ce sens-là que tu entendais. Exactement. De créer des réseaux. Ben voilà, j'imagine que chez Obsanté, les gens des fois se disent « Ah ben tiens, allons boire un jus ». Des fois, il y a des petites anecdotes, mais il y en a qui se sont revus, qui étaient à l'école ensemble, qui s'étaient plus revus depuis. Et après, quand ils se revoient, je sais pas, 30 ans plus tard, et d'un coup, ah, mais t'étais pas en classe. Et ça, c'est vrai que c'est chouette, quoi, que ça permet de réunir les personnes, des personnes aussi qui peuvent aller boire un café après, etc. Et c'est là qu'on voit l'importance de la santé sociale aussi, et qui aide justement à tout ce que tu as dit, de partager aussi sur qu'est-ce qu'on vit dans son corps, et même s'il y a douleur ou pas douleur, pas de pathologie, etc. C'est important. Et tu le sens aussi dans les consultations avec les patients, que la transmission n'est plus forcément la même qu'il y a quelques années, ou ça dépend? Alors, je ne suis pas dans le c'était mieux avant. Non, clairement pas. On fait des choses vraiment très très bien. Moi je pense à Internet et puis à nos smartphones qui nous permettent d'y accéder très rapidement. On a beaucoup d'infos à les glaner, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on en fait? Peut-être dans le passé, les rapports humains étaient plus fréquents parce qu'il n'y avait pas le choix. Aujourd'hui, ils sont différents parce que souvent on traverse des réseaux sociaux. C'est pas que négatif. Mais d'aller chercher des informations et de pouvoir les échanger one-to-one avec quelqu'un, c'est là que l'on peut grandir. Et peut-être qu'une partie des gens se sont retrouvés bloqués derrière leur écran, avec un manque de rapports sociaux et commencent à échafauder des croyances sur des choses qu'ils lisent ou qu'ils voient. Alors que la rencontre permettrait de désamorcer tout cela. Ouais, et puis d'atténuer peut-être certaines choses. C'est vrai que quand on tape sur Google, quand on a un diagnostic par exemple, ou qu'on voit nos résultats d'IRM, puis qu'après on va taper sur Google, des fois ça fait peur. Déjà que le rapport fait peur en soi, des fois. Oui. Il faudrait simplifier ces rapports. Non, il faut les garder comme ça parce que nous, typique, on est là pour vulgariser ce langage. Non, c'est important, mais je dis, mais des fois, on voit tout le détail, puis on est là, ouf. Ah oui, il y a tout ça. Ouais, c'est vrai. Après, je pense des fois, justement, ça affecte l'aspect santé émotionnelle. Et du coup, après, ça va peut-être enclencher des mauvaises réactions chez certaines personnes, que si on avait pu, entre guillemets, atténuer un peu le diagnostic. C'est un diagnostic, et après, tu vulgarises, tu ajustes, tu amènes ton conseil. Et là, peut-être, ça soulage un petit peu, ça fait moins peur. C'est ça, et ça passe par des phases assez incroyables de déconstruction des croyances. On parle du dos par exemple, je pense que chez toi il y a beaucoup de gens qui viennent en disant j'ai un peu mal au dos, mais j'ai peur de bouger parce que ça me fait mal. Et toi tu vas leur dire, alors écoutez, bon il y a des études, mais je peux aussi vous le dire, si vous bougez vous aurez moins mal. Voilà, donc la personne vient avec une peur. Déjà, si elle vient, c'est très positif, donc elle a envie d'aller mieux. Et si on peut lui faire ressentir que le mouvement qu'elle va faire va l'aider, on a gagné. Mais c'est pas évident.
Ouais, j'ai eu des cas de figure il n'y a pas si longtemps que ça, mais toi, moi je suis un passionné aussi. Oui. Et je sais justement que si on arrive à amener la personne à plus de mouvement, de manière adaptée, à l'écoute bien évidemment des douleurs, de qu'est-ce qu'il y a eu comme diagnostic et tout, je sais qu'elle met plus de chances de son côté pour aller mieux. Oui. Et des fois, ben, on essaye avec toute la psychologie du monde de coacher, etc. Ça peut être un coup frustrant en fait de voir que la personne va choisir un autre chemin. Mhm. Et en même temps, bah, voilà, on ne contrôle pas les décisions des personnes et on doit les respecter. Mais des fois, en tant que passionné, des fois, ça peut être frustrant. Et je le vois aussi avec mon frère, on verra s'il écoutera ça. Mais bref, il s'est blessé, tendon d'Achille bien déchiré. Ah ouais. Et directement, je lui ai mis en place des choses qui puissent entraîner. Je lui ai dit, mais le médecin ne lui avait pas donné directement de la physio. Je lui ai dit, écoute, j'ai même concerté un de mes meilleurs amis qui est aussi physio. J'ai dit, écoute, appelle directement, voir si tu peux avoir des bons pour commencer au plus vite et tout. Enfin bref, de commencer tout au plus vite pour optimiser sa récupération. Je lui ai préparé tout un programme, il n'a rien fait. Oui. Il a appelé le physio plus tôt, donc ça c'est bien. Bon. Il a écouté au moins une chose. Mais bref, c'est dur de transmettre ce qu'on pense qui est le mieux pour la personne et qu'au fait, au final, au retour, on n'a pas vraiment l'écoute. Et en même temps, voilà, je pense que tu auras quelque chose à dire à ce sujet. C'est vrai, c'est une réalité que l'on rencontre aussi et le côté frustration peut apparaître en effet. Mais on ne peut pas apporter quelque chose à quelqu'un qui n'en veut pas. On dit, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Bon, je ne traite pas les patients d'âne, hein, évidemment, mais c'est pour dire que si on n'est pas prêt à accueillir, ben, ça ne passera pas. Et là, le rôle d'aiguillage devient très fin. On peut aiguiller. Je vais faire une différence entre les clients que tu reçois et les patients ou clients, on peut le dire chez moi. Je pense que la grande majorité chez toi viennent sur base volontaire. Chez moi, il y a une partie de base volontaire, puis il y a une partie de gens qui viennent parce qu'on leur a dit de venir. Tout à fait. Le médecin pense que c'est bien, donc bon, je vais aller faire. Et on entend des fois des discours qui disent « Oui, mais il y a 20 ans, j'ai fait de la physio. Ouais, j'ai pas trouvé ça génial. » C'était il y a 20 ans et ça a évolué, tant mieux d'ailleurs. La finesse vient dans le guidage, l'orientation des gens vers la compréhension de ce qui sera bon pour eux. Et alors, je ne te cache pas qu'on n'a pas que des succès. Parfois, on se rend à l'évidence qu'on aura donné ce qu'on peut, mais on n'y est pas arrivé. Mais c'est que derrière, nos patients ont d'autres raisons pour cela. D'autres choses qui font qu'ils ne vont pas s'adapter. Je vais donner un exemple. Un exemple que l'on a rencontré plusieurs fois où on se retrouve avec quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, qui est étranger, qui n'a pas de diplôme reconnu en Suisse et qui est à 2 ans de la retraite. Cette personne-là a toujours bien fait son travail, il a eu une famille, il a élevé des enfants, il a tellement travaillé que ses enfants ont fait des études, donc sont des gens qualifiés, diplômés, etc. Et cette personne se blesse à 2 ans de la retraite. Sa santé en prend un coup, son moral en prend un coup et sa vie sociale en prend un coup. Ça va être très difficile de ramener cette personne sur les rails pour la remettre au travail sur les 2 dernières années parce que pour elle, c'est un exploit de remonter tout cela. Elle repart de trop loin. Donc, on pourra mettre toutes les graines qu'on veut, on n'aura pas le résultat que l'on souhaite. Ouais, le terrain, entre guillemets, n'est pas favorable à ce moment-là. C'est ça. Il y a trop de barrières, il y a trop de choses qui empêchent la personne d'y arriver. Et notre rôle, c'est pas de juger cette personne, c'est de se dire, bon, ben voilà, ces 3 santé, on n'arrive pas, on ne peut pas lui en vouloir, la personne fait de son mieux, mais il y a trop d'obstacles, donc ça va durer comme ça un certain temps. Et là, si je rebondis sur l'aspect préventif, si on avait pu mettre en place chez les gens des stratégies d'adaptation par rapport à des situations de blessures, de douleurs, etc., je reste convaincu qu'on ne vivrait pas ces moments-là, où la personne le vivrait beaucoup mieux, et puis du coup, on pourrait la ramener au travail. Mais c'est une hypothèse. Ouais. Et puis, comment surmonter un peu la peur que pourrait avoir une personne de se remettre en mouvement, parce qu'effectivement on a reçu un diagnostic, ça peut faire peur, et c'est pas d'instinct où on se dit ouais, c'est mieux de bouger que pas. Comment essayer d'aider la personne, accompagner la personne pour surmonter un peu cette peur?
Ouais, la peur, c'est un maître mot, même si elle n'est pas toujours définie aussi clairement. La peur du mouvement. Kinésiophobie, c'est le terme, c'est fréquent. La solution est adaptée à chacun. Nous, on est plutôt ici dans une dynamique de mouvement, de bouger. On a tous les appareils qu'il faut pour bouger et puis outrepasser cette peur. On doit dans un premier temps gagner la confiance des gens, leur montrer que ce qu'on fait sont des choses validées, certifiées, et puis qu'ils sont entre de bonnes mains. Et quand cette confiance elle est établie entre nous, en général, ça se passe bien. Ouais. Donc c'est plusieurs paramètres, et puis en fait c'est impossible d'avoir une recette pour tout le monde. Désolé pour, non, mais c'est normal, hein, pour les gens, mais je ne donnerai pas. En plus, chaque personne est différente, donc chaque personne aura une psychologie différente. Ce que je disais aussi dans le monde du basket, mais qu'on peut retranscrire après dans le monde du travail, c'est que je pense que le meilleur coach, quand il a une équipe, c'est celui qui va être capable de parler comme il faut, entre guillemets, comme il faut à chaque joueur, parce que chacun, il aura peut-être besoin, entre guillemets, qu'on le crie un peu dessus pour le secouer un peu, l'autre, il aura juste besoin qu'on lui parle tranquillement. L'autre, voilà, prendre en aspect peut-être ce qui se passe plus dans sa vie privée parce qu'on sait que ça a une influence. Enfin bref, je fais des hypothèses un peu, mais je vois que les meilleurs coachs, c'est ceux qui arrivent avec cette psychologie vers chacun des joueurs. Puis c'est la même chose avec chacun des patients, des clients, etc. C'est qu'on voit qu'on doit parler un peu différemment peut-être à chacune des personnes pour au final des fois aller vers la même direction. Mais c'est cette subtilité psychologique, c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette miracle au final. Exactement, c'est ça. Si on arrive à adapter le discours pour qu'il soit audible par l'auditeur, ça peut marcher. Tout à fait. Quel conseil tu pourrais donner à nos éditeurs, auditrices pour améliorer leur santé en général, en essayant de mettre l'accent sur des actions concrètes, faciles aussi à intégrer dans le quotidien. On parlait de quotidien bien rempli. Voilà, des petites choses, des petites astuces qui, on sait, ne conviendra peut-être pas à tout le monde, mais chacun pourra se servir. C'est bien dit, c'est ça. Où je vais donner peut-être un ou deux trucs auxquels je pense. Je pense que bien souvent, on sous-estime le poids de la douleur. La douleur, finalement, n'est pas toujours très, très bien définie. Je fais ce travail avec mes patients, de leur expliquer déjà, de voir quelle est leur référence de la douleur, comment est-ce qu'ils l'expliquent. Le but étant de les amener à comprendre que la douleur est liée à leur émotion, de ce qu'ils vivent. Par contre, la douleur, elle est authentique. La douleur, c'est un trajet nerveux qui part d'un point A vers un point B, donc qui arrive au cerveau. Après, il y a l'interprétation faite par le cerveau. Et là, les émotions, elles entrent en jeu. Quand les douleurs démarrent, attention, ça veut dire il faut vérifier quelque chose. C'est peut-être pas toujours ce que l'on cherche, mais en tout cas, soyons attentifs. Trop de fois, on se met la pression professionnelle, familiale, on n'a pas le temps de s'arrêter, on n'a pas le temps de prendre du temps pour si, etc. D'accord, quand même, il y a une douleur, donc faites-y attention. Puis cette douleur, on sait qu'elle est multifactorielle, et l'humain, des fois, a besoin de trouver un coupable, mais souvent, on ne peut pas savoir en fait, exactement d'où ça vient. À part, bien sûr, on se casse quelque chose en direct. Oui. On saura qu'on a mal pour ça, mais... Oui, une entorse de cheville, on sait. Voilà, on sait. Mais si ce n'est pas ce genre de blessure-là. Effectivement, la douleur peut être très amplifiée. Un exemple que j'aime beaucoup utiliser chez mes patients, c'est l'enfant qui tombe à vélo. Si tout de suite on court vers lui et qu'on dramatise la situation, ah mon Dieu, c'est grave, la chute elle était impressionnante et tout, ça va être terrible. L'enfant va être tout de suite soumis à son ressenti, la douleur va prendre l'ascenseur, ça va être très fort, il va pleurer, il va crier, etc. Et si on a une attitude différente, en venant, en constatant l'événement, en prenant vraiment des nouvelles de la santé de l'enfant qui a chuté, comment vas-tu? Est-ce que tu es blessé? Je vois que tu n'es pas complètement blessé, tu as eu peur, etc. Les choses se calment très vite. Voilà. Donc c'est comme ça que l'on peut gérer les douleurs. Et des fois, j'ironise avec mes patients. Alors, ils n'aiment pas trop cette blague, mais je leur dis, mais vos douleurs, imaginons que vous gagnez l'euro-million, vous aurez peut-être moins mal. C'est pas faux. Ouais, ils apprécient pas trop, mais je trouve assez drôle. Mais on voit la puissance de l'état d'esprit par rapport à ce qui nous arrive. Et ben, ça peut changer la façon dont on va s'en sortir de tout ça. Exactement.
Et comment ramener les gens au mouvement, quelle est la motivation qu'ils trouvent à le faire, la joie, la dynamique, c'est hyper important. Donc dans les conseils, si on reprend aussi ce qu'on a dit au début, tu parlais du sommeil, Oui. hyper important. Hyper. Tu parlais ensuite d'être quand même en alerte, enfin attentif aux signaux de douleur, c'est-à-dire qu'il y a certainement quelque chose aussi peut-être à ajuster. C'est pas toujours la première chose à laquelle on pense. Oui. Est-ce que tu as d'autres aussi astuces, conseils? Eh bien, bien se renseigner. Ne pas avoir peur de poser des questions et par contre, ne pas croire aussi à toutes les histoires. Ce qu'on a, nous, c'est quelqu'un qui dit « Oui, mais mon voisin était opéré de l'épaule et il n'a pas les mêmes problèmes que moi. » Bon, bah alors déjà, c'est un sujet très vaste, opérer de l'épaule, comme du genou, comme de la hanche, il y a plein de choses très différentes. Donc, ne pas succomber à la tentation de croire à toutes les histoires. Ouais, puis le corps va réagir différemment, même pour la même opération, ça va réagir différemment d'une personne à l'autre. Donc, oui. On n'a pas la même physiologie, on n'a pas la même préparation. On prend par exemple les sportifs de compétition qui toute leur vie se sont entraînés très fort, ont développé une programmation neuromusculaire qui est bien plus avancée que le sédentaire. Alors ça va modifier sa récupération, sa réadaptation. C'est intéressant, c'est intéressant. T'as d'autres encore qui viennent à l'esprit, un peu des trucs assez concrets pour je te disais avant, être soi-même, c'est déjà super important. Et puis, trouver de la joie et du bonheur dans ce qu'on vit. J'aime bien ce que tu dis parce qu'on aurait tendance à dire des choses assez classiques, je sais pas, marcher plus dans son quotidien, je dis un exemple bête un peu, mais c'est bon, c'est important, hein, mais dans le sens. Et puis toi, tu vas un peu plus loin de ça et je vois qu'il y a plus... je ressens plus ce côté justement émotionnel et psychologique, même si psychique, t'aimes pas trop ce terme-là, mais toutes les émotions. Et je trouve intéressant cette approche. Donc, oui, parce que vraiment au tout début, là j'insistais, c'est les trois santé, elles ont un impact l'une sur l'autre. Je soigne, alors je voulais parler beaucoup de l'émotion aujourd'hui, c'est vrai, puisque c'est ce dont on parle le moins. Je soigne l'émotion, donc mon physique va mieux. Si je soigne mon physique, après j'ai envie de faire des rencontres sociales. Enfin, on peut le tourner dans tous les sens, quoi. Mais l'état d'esprit, c'est un des facteurs clés, je pense, comme tu dis, pour que ça aille mieux dans toutes ces sphères-là, quoi. Et bouger, c'est tellement important, tellement. Dans le mouvement, les conseils, ça aussi c'est une évolution de la compréhension de la santé. On suit beaucoup l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui faisait des recommandations il y a encore 15 ou 20 ans sur 3 fois 30 minutes par semaine. Et on s'est rendu compte que beaucoup de gens n'y arrivent pas. C'est trop, 30 minutes. Et puis du coup, comme ils n'y arrivent pas, ils ne font pas. Alors maintenant, notre conseil, c'est plutôt, je préfère que vous fassiez un seul exercice, mais vous le faites, que les 3 ou 4 exercices que je vous ai donnés, mais vous ne les faites pas. Voilà. Un exercice fait compte plus que 3 exercices pas faits. Ça me fait penser, les personnes qui veulent venir chez nous, c'est mieux qu'ils commencent par une séance, mais qu'ils soient réguliers et que chaque semaine ils soient là par exception, et puis qu'il y ait cette régularité, qu'au final vouloir directement faire 4 séances, et puis qu'au final on tient ça 2 mois, et puis qu'après on n'en peut plus, quoi. Ça revient à la même chose, quoi. C'est vrai que c'est pareil. Un pas est mieux que 0, et il faut commencer déjà par ce pas-là, quoi. Oui, et même si on n'arrive pas à faire le premier pas, de venir, par exemple, bouger chez Hop Santé, le fait d'avoir programmé de prendre rendez-vous, le fait de se dire tiens je vais sortir, j'ai mis mes baskets de course par exemple, oh la météo est pas terrible, ok je les renlève, mais j'ai fait un pas, je suis allé. Ouais. Puis des fois, ce premier pas c'est le plus dur des fois aussi, typiquement pour oser faire peu importe l'activité, mais d'aller faire cette activité, des fois fin de journée on n'est pas motivé, comme tu dis il fait pas beau, etc. Donc on doit se mettre un petit coup de pied, mais une fois que on a été, après on fait ce qu'on avait prévu de faire, là on se sent mieux tout d'un coup après. Tout se met en place. Ouais, c'est ça, tout se met en place, tout se régule en gros. Et typique, la population des 40 et plus que tu accompagnes, c'est une super cible. C'est vraiment une bonne cible parce qu'en général, on a déjà, je ne vais pas te refaire le si tu le connais mieux que moi, mené sa vie, eu une famille et puis grandi professionnellement. En tout cas, on est en fin de ces phases-là.
Et après, je vais reprendre soin de moi parce que je me suis un peu oublié pendant 10 ans. Oui, mais je me rappelle, à 30 ans, je faisais 4 fois du sport par semaine, je pouvais enchaîner les courses, je pouvais aller faire du vélo, etc. 40 ans, je vais 2 fois, je suis raide, il me faut 15 jours de récupération. Déception, découragement, renoncement, etc. Et c'est là que le coaching prend de l'importance de leur redire, non, 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 ton corps il a 40 ans, toi tu sais ce qui s'est passé dans le passé, parce que tu as une mémoire, mais tu n'as pas une mémoire qui va te dire ce qui va se passer dans le futur. Donc tu t'y remets gentiment, tu commences tes exercices 1 fois par semaine, pendant 4 semaines, si ça va bien, peut-être 2 fois. Et si vraiment ça va très très bien, tu augmentes gentiment. Ouais, d'être progressif et se remettre gentiment Oui, en activité. Ouais. bah, nos gens qu'on met sur un vélo ici, le premier jour, des fois, on les met 3 minutes. Eux, ils disent, non mais 3 minutes, c'est rien. Ouais, ben faites 3 minutes. Et la fois d'après, on fait 5 parce qu'ils vont bien. Et puis tout d'un coup, ils font 10, ils s'en rendent même pas compte. Et après, ils viennent 15 minutes avant, ils font leurs 15 minutes de vélo. Et puis après, ils font la séance et tout. Et ça grandit comme ça. Ouais, et puis c'est mieux dans ce sens-là aussi en termes de prévention des blessures. Bon, si les personnes des fois viennent déjà ici, elles ont déjà mal quelque part, mais aussi si on a pas mal en termes de prévention, ben, c'est mieux de commencer très progressivement. Oui. Moi, c'est vrai que je dis à tous les nouveaux à la séance d'introduction, je préfère que vous commenciez avec du frein à main, que vous ressortiez les premières fois de la première séance, puis vous dites les jours qui suivent, 2-3 jours après, j'aurais pu en faire un peu plus. Que l'inverse, qu'on sort, on a plus mal à l'endroit où on avait déjà un petit peu mal, des courbatures, vraiment trop de courbatures, etc. Bah, je préfère d'aller dans cette direction-là et puis que justement ils construisent d'une séance à l'autre que de vouloir trop en faire trop vite, quoi. Oui, parce qu'on sait qu'on abandonnera tous C'est ça, en plus. si on a trop mal. C'est ça, ouais, effectivement. Et c'est le contraire de ce qu'on est venu chercher. Et on repart avec une grande déception. Ouais, non, c'est clair. Est-ce que tu aurais un dernier mot que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent? J'ai pas prévu vraiment de dernier mot, mais en tous les cas, la santé c'est super important. Ne comptez pas que sur le système pour s'occuper de vous. Occupez-vous de vous-même. Il y a plein de solutions pour s'occuper de soi. Et déjà, penser qu'on a envie de s'occuper de soi, c'est un début. Merci beaucoup pour Merci cet Thomas. échange. Où est-ce qu'on peut te suivre? Ou si les gens veulent venir chez toi faire de la physiothérapie, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors j'ai un site internet, www.elfairphysio.ch. Et puis sinon, il y a 2-3 choses sur Facebook, sur Instagram. Je suis moins prolifique que tu ne l'es, mais j'essaye de mettre des choses en effet. Ouais. Donc aussi sous le même nom sur Oui, Facebook. Elfair Physio, Ouais, on trouve top. tout. On mettra aussi dans la description. Merci. Et puis n'hésitez pas à aller le suivre tout, sur les réseaux sociaux ou directement aller voir sur son site internet. N'hésitez pas aussi à nous suivre ici sur Hop Santé, de donner de la force à ce podcast, à ce Hopcast, et ça nous aide aussi, ça nous encourage aussi à créer toujours plus. Et je te remercie encore une fois pour l'échange, pour l'accueil ici à Bilance. Merci et bravo pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.